Bonjour à tous. Il y a encore quelques vrais journalistes dans ce pays et David Dufresne en fait partie. Ex de Libération, dit télé de Mediapart, il devient enquêteur indépendant au milieu des années 2000. Spécialiste des questions de maintien de l'ordre, il réalise après les émeutes de 2005 et le CPE un documentaire sur le maintien de l'ordre à la française quand la France s'embrase. En 2012, ce sera un livre-enquête sur l'affaire dite de Tarnac. Tarnac, magasin général, salué comme un modèle du genre. Depuis le soulèvement des Gilets jaunes, il s'est fixé pour tâche de recenser toutes les violences policières commises sur le territoire. Les habitués du réseau social Twitter connaissent son interpellation devenue fameuse. Allô, Place Beauvau, c'est pour un signalement. Bonjour David. Bonjour. Et merci d'être avec nous aux médias aujourd'hui. Alors, Allô, Place Beauvau, c'est pour un signalement. Vous avez eu des nouvelles de la Place Beauvau depuis votre initiative ? Oh, j'en ai eu indirectement, puisque je sais par une indiscrétion d'un copain de France Télé que lorsqu'il y a eu un enregistrement d'Envoyé spécial où M. Nunez était invité, je faisais partie du reportage, on va dire, où j'étais sur les Champs-Élysées, où j'expliquais la dramatisation à ce moment-là. Nunez a tiqué, ça ne lui a pas plu que je sois dans le reportage. Et je sais que, voilà, c'est regardé, mais officiellement, évidemment, je n'ai aucune réponse. Et à dire vrai, je n'imaginais pas une seule seconde que le ministère de l'Intérieur, parce que Place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur, j'aurais une réponse. Mais simplement, je pense que dans l'époque dans laquelle on est, chacun doit être à la hauteur de l'époque. Et interpeller le ministère de l'Intérieur, il me semble que ça vaut le coup de le faire, quoi, voilà. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans la recension de toutes ces violences depuis le 4 décembre dernier, si je ne me trompe pas? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à ça pour vous? Oui, l'élément déclencheur, ça a été vraiment l'effarement de voir, et c'était il y a un mois, depuis ça a énormément empiré, je ne m'attendais pas à ce que ça empire, l'effarement devant les mutilations, devant les blessures, que certains décrivent maintenant comme des blessures de guerre. Même des syndicats de police très droitiers. Même un syndicat de police extrêmement droitier qui explique la vérité, pour le coup, qu'il n'y a jamais eu autant de blessés, de mutilés. On parle de mutilation, hein, des gens qui perdent leur œil, c'est pour la vie, c'est pas 2 jours d'ITT, hein, c'est perdre un œil. Ils sont plusieurs dizaines dans ce cas, des gens qui ont perdu leurs mains, etc. Et donc c'est l'effarement au départ de ce mouvement de voir qu'il y a des blessés très graves. Et quand j'en suis au 4e signalement, je me dis ça va s'arrêter au bout du 20e, ou même avant. Et là, j'en suis à 246. Vous avez dit, je signale toutes les... Non, je signale toutes les violences policières qui sont filmées. Il y a évidemment toutes celles qui ne sont pas filmées, mais ça on va en parler, c'est-à-dire qu'il y a là aussi quelque chose dans l'époque extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a en direct, de part et d'autre d'ailleurs, les violences qui sont filmées, qui sont documentées, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Et à mon avis, ça change la donne. Alors, on dénombre déjà 11 morts depuis le début du mouvement, même si une seule de ces victimes est morte de façon accidentelle au cours d'une manifestation. Il s'agissait de cette personne âgée qui fermait ses volets à Marseille. Mais on dénombre surtout près de 2000 blessés maintenant, dont certaines mutilations très graves, vous venez de le dire, et près de 45 plaintes ont déjà été déposées auprès de l'IGPN. C'est du jamais vu dans un mouvement social, hein, dans les je ne sais pas à quand il faut remonter, hein, peut-être mai 68 ou même avant, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Avant. Alors, qu'est-ce qui caractérise la stratégie du maintien de l'ordre depuis le démarrage du mouvement des Gilets jaunes? Alors, il faut qu'on fasse un tout petit point d'histoire. Pendant très longtemps, la France, on pourrait dire à juste titre, se vanter d'être un modèle du maintien de l'ordre. Ça a daté de 68, notamment de la fameuse lettre du préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, qu'on ne lirait plus aujourd'hui, puisqu'il écrit aux fonctionnaires de police en disant « frapper un homme à terre, c'est se frapper soi-même ». C'est le préfet de police de Paris, pendant les événements de mai 68, qui écrit ça, vers la fin des événements, aux fonctionnaires de police. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Pendant très longtemps, là, on parle de maintien de l'ordre
en matière de manifestation, hein, parce qu'il y a tout un tas de maintien de l'ordre, mais là on parle vraiment de ça. La France, pays de contestation, pays de manifestation, avait effectivement une police qui était particulièrement efficace, on va dire, efficace dans tous les sens du terme, ordre rétabli, mais sans blessés, ou très peu de blessés. L'idée, c'était après la guerre, on arrête de viser la foule, grosso modo. On arrêtait de viser la foule, la police ne visait plus la foule. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, qu'on avait déjà vu pendant la loi travail, mais qu'on voit maintenant de manière massive, c'est une police totalement déchaînée. Totalement déchaînée. Moi, j'ai des commandants de CRS qui m'appellent, anonymement, je les connais, je ne donnerai pas leur nom, qui sont effarés de ce qui est en train de se passer. On va rentrer dans les détails. Donc, on a un basculement avec un nombre d'interpellations, un nombre de blessés, de mutilés qui est totalement jamais vu. On va dire oui, mais il y a beaucoup de manifestations, etc. Tous les samedis, acte 1, 2, 3, 4, etc. Il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, il y a des manifestations qui sont autrement plus dures, où il n'y a 0 blessé, ou quasiment 0 blessé. Parce que le maintien de l'ordre européen a évolué, alors que le maintien de l'ordre français est resté extrêmement figé, sûr de sa superbe. Et aujourd'hui, toute l'idée du maintien de l'ordre à la française, qui était on ne va pas au contact, etc., sous nos yeux est en train d'être pulvérisée. Donc il y a un changement de doctrine, c'est le terme employé, de doctrine, aussi bien dans le nombre de policiers qui sont engagés, dans la formation, dans les armes, dans les protections des policiers. On assiste à vraiment une révolution, si je puis dire, une révolution policière qui met totalement à balle le fameux modèle du maintien de l'ordre à la française. Donc, si vous voulez, aujourd'hui encore, on nous parle en nous disant que c'est le génie français. Non, là, on est dans un mythe. Ce mythe s'écroule sous nos yeux, samedi après samedi, réellement. Alors, ce basculement, vous le datez du mouvement des Gilets jaunes, ou il remonte à il y a déjà quelques années, selon vous? Il était en germe, ce basculement était en germe déjà depuis quelques années, depuis les années 2000, on va dire. Sarkozy, le soir de sa grande déclaration contre les racailles, en fait, il a une décision politique qui est beaucoup plus importante que cette phrase-là, c'est qu'il décide de dire aux CRS, aux gendarmes mobiles, à l'époque, il y avait peu de manifestations. Vous allez vous occuper des cités. Vous allez sécuriser, c'est le terme, les cités. Donc, ces gens qui sont formés pour le maintien de l'ordre se sont retrouvés à quadriller les cités populaires, etc., à venir en appui des BAC, des interpellations, et se sont retrouvés dans une logique policière qui n'a rien à voir avec celle du maintien de l'ordre de manifestation. Donc du contact, le flashball, etc. On va y revenir, etc. Bon. On a ça d'un côté. De l'autre côté, on a la volonté de faire du chiffre, d'interpeller, de nasser, de faire des gardes à vue, d'aller au contact. Alors que dans toute l'Europe, je compare des pays comparables, hein, évidemment, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. La grande idée, c'est la désescalade. Et donc, depuis on va dire le milieu des années 2000, après les émeutes, il y a un changement qui va s'opérer petit à petit. Et aujourd'hui, le changement est effectif. Et on a une réponse policière extrêmement dure, mais qui n'est pas, et c'est là où je voudrais venir, qui n'est pas forcément le fait du souhait policier. C'est ça qui est drôle. Qui vient du politique. Du politique. Le maintien de l'ordre, c'est la police la plus, sans jeu de mots, la plus politique qui soit. C'est-à-dire que le commandement, ce n'est pas le policier, c'est le préfet. Le préfet, c'est l'État. Et à Paris, le préfet de police a beau être la 5e personne dans l'ordre de l'État, en réalité, il répond quand même à ce que le ministre de l'Intérieur, Place Beauvau, Castaner, lui dit. Et d'ailleurs, avant chaque acte, vous avez des déclarations viriles de Macron, de Castaner, du politique, qui dit donc aux policiers, il faut y aller, il y aura des morts. On nous a annoncé des morts. Des responsables politiques nous ont annoncé qu'il pourrait y avoir des morts, donc il y aura une réponse... Que des gens venaient pour tuer. Que des gens venaient pour tuer. Ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas avéré, du tout.
Donc c'est une police qui est le maintien de l'ordre, si vous voulez, c'est une police qui est beaucoup plus politique. C'est la police, c'est la gestion de la cité. Voilà, c'est la politique, tout ça est lié. C'est beaucoup plus politique que la police scientifique, que la lutte contre la délinquance, etc. C'est vraiment quelque chose qui est régi par le politique. Alors, certaines scènes de violence commises, de violences policières, commises depuis le mouvement des Gilets jaunes, sont hélas devenues des classiques. On va en regarder tout de suite un certain nombre et les commenter ensuite avec vous, David Dufresne. Voilà, donc quelles sont les scènes, selon vous, où les forces de l'ordre ont clairement franchi la ligne? Les forces de l'ordre dans un pays démocratique ont des règles, ont une déontologie, ont une doctrine d'emploi, des armes, il y a tout un déploiement, il y a un mode d'emploi, c'est assez considérable. Par exemple, quasiment personne ne le sait, mais quand quelqu'un est atteint par un tir de flashball ou de LBD, la police doit s'inquiéter de l'état de santé de cette personne et doit aller chercher cette personne. Donc c'est pour ça que parfois on ne comprend pas pourquoi des policiers viennent voir quelqu'un qui est à terre, mais en fait c'est pour s'inquiéter de... Voilà. Et ça obéit à une déontologie. Les images qu'on vient de voir, a priori, je dis a priori parce que la justice doit passer, les signalements doivent être faits, la police des polices doivent être saisie, éventuellement les tribunaux, les procureurs. Et là, a priori, dans tous les exemples qu'on montre, la déontologie explose en plein vol. Voilà. Donc, par exemple, le Burger King... Alors, le Burger King, est-ce que c'est autorisé, ça, de frapper des manifestants à terre dans un restaurant, finalement? Ce qui est autorisé, c'est deux choses. L'absolue nécessité de l'usage de la force, c'est ça, le maintien de l'ordre, et une réponse proportionnée à la menace. Eh bien, il n'y a aucune menace dans ce Burger King, il n'y a aucune nécessité d'usage de la force, puisque les gens sont dans un lieu clos, fermé, et en plus de ça, on leur balance des gaz, etc. Donc là, la déontologie est très clairement mise à mal. Et quelques jours plus tard, on a une des personnes victimes de ces violences a retrouvé son téléphone, qui avait continué à filmer. Alors on entend surtout le vacarme, puisque c'est au fond de sa poche, etc. Donc on ne voit pas grand-chose. Mais on entend très bien qu'on est dans quelque chose où la raison d'État a explosé, là aussi, s'est perdue. Donc non, là, déontologiquement, ça ne tient pas une seule seconde la route, quoi qu'il se soit passé avant. Parce que là, il se trouve que les gens qui sont massacrés n'ont absolument rien fait. Parfois, ils peuvent avoir fait. N'empêche que ce n'est pas une raison. La police n'a pas à massacrer quelqu'un qui a commis un délit. La police doit remettre à la justice des gens qui auraient commis des faits. Elle ne doit pas les massacrer, elle ne doit pas les mutiler, elle ne doit pas les blesser. Nulle part c'est écrit ça. Et donc là, on voit bien qu'il y a des risques énormes de blessures psychologiques et ainsi de suite. Non, cette image, elle est au début d'ailleurs. Cette image, elle est à mon avis, c'est l'une des plus dramatiques parce qu'elle montre un déchaînement policier. Il existe aussi une autre image très intéressante prise à la sortie du Burger King où on voit qu'en plus de se faire massacrer, matraquer, etc. par les policiers, en fait, les gens quand ils sortent, les gilets jaunes quand ils sortent, sont attendus par un cordon de gendarmes mobiles ou de CRS, je ne sais plus. C'est-à-dire que de toute façon, ils ne peuvent même pas sortir. Voilà. La scène où l'un des motards sur les Champs-Élysées, la scène nocturne,
nocturne où l'un des motards dégaine est plus ambiguë. Elle a du reste été exploitée dans une version courte pendant à un certain moment par les médias. Pour décrédibiliser le mouvement et faire croire que des casseurs étaient ce soir-là en action. D'ailleurs, on reviendra sur la distinction entre casseurs et gilets jaunes manifestants. Qu'est-ce que vous pensez de cette scène? Elle est extraordinaire parce que le maintien de l'ordre, c'est justement de ne pas utiliser son arme de service. L'arme de service, dans l'arsenal, si vous voulez, des possibilités, c'est la dernière possibilité. C'est l'arme nucléaire. C'est vraiment, il n'y a rien après ça. Bon. Donc là, on voit ce policier qui sort son arme de service. Qu'il ait eu peur, ça se comprend. Mais il doit être formé à être au-delà de sa peur, à aller au-delà de sa peur. Là, il y a clairement un problème de formation chez les policiers, qui est dénoncé notamment par le défenseur des droits et des syndicats de police. La scène est relativement classique, dans le sens où là on est dans une provocation peut-être involontaire de la police, peut-être que les policiers ne voulaient pas ça, mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés en moto et ils ont lancé des grenades sur une foule qui n'était pas hostile, puisque cette foule, qu'on voit très bien sur les images dans la version longue, remontait les Champs-Élysées et se moquait bien de cette rue-là. En fait, en lançant des grenades, les policiers ont attiré vers eux cette foule qui s'est transformée en foule hostile. C'est un classique du genre, puisque c'est la base même du maintien de l'ordre à la française. C'est Gustave Le Bon, donc c'est un auteur du 19e siècle, sur la gestion de la foule. Ça en dit long, puisque dans les autres pays, on a un petit peu modernisé la gestion de la foule, mais en France, on est toujours dans une vision très 19e siècle de la foule. Mais là, en gros, il y a une erreur absolue de la police qui est à mon avis due au fait qu'on ressort des motards, chose qui avait complètement disparu depuis Malik Oussekine en 1986. Ces motards arrivent, jettent, ont du mal à redémarrer et à ce moment-là, la foule se retourne contre eux et il y a ce moment où il sort son pistolet. Et pourquoi c'est extraordinaire? C'est parce que c'est la hantise absolue depuis 1986, de tous les pouvoirs. En 1986, Malik Oussekine meurt, la droite, qui est au pouvoir, cohabitation, va perdre les élections. Elle sait très bien qu'elle a perdu les élections à cause de ça. La gauche le sait aussi. Depuis, il y a ce qu'on appelle, ce que la police appelle, ce que les préfets appellent le syndrome Malik Oussekine, qui n'est pas le syndrome de la mort, qui est le syndrome politique, c'est-à-dire que là, normalement, tout s'arrête. Si ce policier avait tiré, c'était terminé de Macron. C'était terminé de Macron. Fort heureusement, le policier n'a pas tiré, il n'y a pas eu de mort. En revanche, moi j'ai retrouvé une autre vidéo où il y a un autre policier sur un barrage, sur un rond-point, qui sort son pistolet. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la situation est à un tel niveau de crispation, de durcissement, d'épuisement de part et d'autre, que la réponse doit être politique. Elle doit être politique. Je vais vous dire, il y a un truc assez dégueulasse à envoyer tous les samedis les gendarmes mobiles, les CRS et même les BAC se cogner les manifestants. Parce que la réponse ne sera pas dans la répression. Les causes du désordre ne seront pas réglées par l'ordre. C'est absolument incroyable de ne pas comprendre d'un point de vue politique où on en est. C'est-à-dire que l'injustice sociale crée ces événements-là. Et du coup, on a des policiers à qui, manifestement, on a changé la doctrine d'emploi, à qui on lâche la bride, et on en arrive à ces incidents extrêmement gravissimes des Champs-Élysées. Alors, au niveau des armes utilisées, oui. On a quand même assisté à un usage pour le moins immodéré des flashballs, oui. Mais aussi l'usage de grenades explosives qui sont interdites dans beaucoup de pays européens. Amnesty International l'a d'ailleurs souligné, a dénoncé la doctrine du maintien de l'ordre nouvelle telle qu'elle était pratiquée en France. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors mon point de vue, c'est celui de Jacques Toubon. Jacques Toubon, qui n'est pas un gauchiste, il était à la manœuvre à l'époque des sans-papiers de Saint-Bernard, etc., mais qui fait un travail extraordinaire, je trouve. En tant que défenseur des droits. C'est-à-dire que lui, son travail, un peu dans l'indifférence, il faut bien le dire, mais son travail très sérieux, c'est de faire appliquer la déontologie en toute matière. Et
le défenseur des droits, en décembre 2017, a rendu un rapport qui s'appelle « Le maintien de l'ordre au regard des règles de déontologie ». Je conseille aux gens d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, de lire ce rapport ou au moins ses recommandations, parce que c'est l'heure juste. Comme on dit dans le Québec où j'ai vécu, c'est l'heure juste. Et sur les flashballs et le LBD, au regard recommandation numéro 2, au regard des réclamations liées à l'usage du LBD, donc c'est le nouveau flashball dans le cadre du maintien de l'ordre, de sa dangerosité et des risques disproportionnés qu'il fait courir dans le contexte des manifestations, le défenseur des droits recommande d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre, quelle que soit l'unité susceptible d'intervenir. Cette recommandation est absolument éclairante, parce qu'en fait, elle dit beaucoup de choses. La première chose qu'elle nous raconte, c'est que la plupart des autres polices n'utilisent pas ces armes. Ces armes dites à létalité réduite, alors maintenant on dit force intermédiaire, c'est-à-dire qu'elles ne tuent pas, c'est vrai, très peu. C'est exceptionnel quand elles tuent. Mais en tout cas, si elles ne tuent pas, elles mutilent en masse, elles éborgnent. Et je vous dis, le défenseur des droits recommande son interdiction. Et il le recommande notamment, quelle que soit l'unité susceptible d'intervenir. Et là, c'est extrêmement important. Parce que dans les recensions des vidéos que je fais sur Twitter, ce à quoi on assiste le plus souvent, c'est que les tirs de flashball, de LBD, etc., sont le fait, bien souvent, de ce qu'on appelle la sécurité publique. C'est-à-dire des gens de commissariat à qui on dit le samedi, tu vas faire du maintien de l'ordre, des gens de la BRI, des gens de la BAC, dont certains CRS me disent qu'ils sont en guerre, notamment dans les cités, que les gens de la BAC sont en guerre. Et je peux vous dire que dans les rangs de certaines compagnies de CRS, pas toutes, mais de certaines compagnies de CRS, vous avez des commandants qui refusent, y compris à Paris, y compris pendant les actes, de faire le maintien de l'ordre côte à côte avec ces gens-là. Donc ils disent à la sécurité publique, toi tu prends le trottoir de droite, moi je prends le trottoir de gauche. Pourquoi ? Parce que des gens dont le métier, comme par exemple la BAC, est d'interpeller, de faire ce qu'ils appellent du saut de dessus. Donc d'être dans une logique extrêmement violente, parfois pour des raisons légitimes, c'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux des délinquants, des malfaiteurs, etc., se retrouvent en manifestation et agissent de la même manière, pensant que le manifestant est forcément un malfaiteur, et forcément, etc., etc. Et c'est ça ce que nous dit le défenseur des droits. Donc sur l'image qu'on voit sur les Champs-Élysées, là encore, l'absolue nécessité de l'usage de la force n'est pas démontrée, hein, puisque le type est tout seul, les bras en l'air, et il n'y a aucun caractère de proportionnalité dans ce tir, quoi. Alors justement, vous parliez à l'instant des cités. On va regarder une autre vidéo devenue elle aussi très célèbre, malheureusement. Il s'agit des événements survenus à Mantes-la-Jolie le 6 décembre dernier, où une vidéo tournée par un policier a montré des lycéens placés à genoux en position de soumission. Une vidéo, bien sûr, qui a beaucoup marqué les esprits. Voilà une classe qui se tient sage. Alors vous qui avez enquêté, David Dufresne, sur les émeutes de 2005, pensez-vous qu'on se retrouve là, face à un comportement spécifique, réservé par les forces de l'ordre aux jeunes des quartiers finalement ? Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, d'une manière générale, ce qui est en train de se passer sur les Gilets jaunes, certains ont parlé de pénalisation du maintien de l'ordre, mais il y a de ça. C'est-à-dire que, alors, pour ce qui est des images de Mantes-la-Jolie, l'humiliation, hein, d'être à genoux, les mains sur la tête, etc., c'est une humiliation qui est quotidienne dans les quartiers. Quand je vous parlais des baqueux qui sont en guerre, Dixit, un commandant de CRS que j'ai eu hier soir. Je crois qu'il savait que je venais à l'émission, donc il voulait me faire passer des messages, donc moi je passe le message. Bien sûr que ce qu'on voit à Mantes-la-Jolie, c'est une partie du quotidien de la police, c'est cette humiliation. Une partie de ce que l'on voit aujourd'hui dans le maintien de l'ordre, c'est en gestation depuis 10-15 ans, dans les banlieues, dans les quartiers populaires. L'usage immodéré du flashball. La violence, par exemple le plaquage ventral, hein, qui n'est pas autorisé dans d'autres pays, qu'on voit, etc. Quantité de choses. Oui, c'est en gestation, puisque, je vous l'ai expliqué,
Parfois, le type de la BAC à qui on dit le samedi soir, tu viens sur les Champs-Élysées faire du maintien de l'ordre, en fait, ça fait 3 mois qu'il est à Nanterre, qu'il est à Clichy, etc. Bon, et donc il applique ces méthodes, mais qui sont des méthodes qu'il applique, alors, comme on le sait, de manière incroyable déjà en banlieue, mais voilà, qui deviennent visibles. Et c'est là aussi où cette vidéo est extrêmement intéressante, car elle a été tournée par un policier. Elle a été tournée par un policier. Ce qui en dit quand même extrêmement long sur le sentiment d'impunité du policier devant de tels agissements et la banalisation de l'acte. Là, à partir du moment où il filme ça, il veut le banaliser. Et donc, là, j'insiste, ce qui est en train de se passer avec l'idée que tout le monde filme, normalement, aurait dû, depuis 1 mois, interroger Castaner, interroger Macron, interroger Mélenchon, interroger tout le monde. Tous les gens, les représentants politiques, devraient se poser quand même très clairement la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est sous nos yeux, tout est sous nos yeux. Et c'est comme s'il n'y avait aucune prise de conscience, de part et d'autre. Alors, on va revenir sur une affaire, elle, extrêmement récente, puisque c'était samedi dernier, lors de la dernière protestation des Gilets jaunes à Toulon. Tout de suite, on va regarder cette vidéo proprement incroyable. Oh, il me tabasse, putain, mais il me tabasse! On vient de le voir, un policier frappe à 6 ou 7 reprises à coups de poing au visage un jeune homme arrêté. On ne sait pas ce qu'il a fait avant, mais en tout cas, il est neutralisé. Il y a de nombreux CRS autour de lui. Le parquet a décidé de ne pas poursuivre. Dans la soirée, hier, dimanche, on a appris finalement que l'IGPN avait été saisi par le préfet du Var. Qu'est-ce que vous pensez de ces images ? Alors, déjà, ce policier, c'est pas n'importe lequel, c'est le commandant. C'est le chef. Et quand même, j'apprends ça rien à personne. Je veux dire, la police, c'est un monde extrêmement hiérarchisé. Donc déjà, on se pose la question quand même de qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être chef ? Il se trouve que ce monsieur a été décoré de la Légion d'honneur le 1er janvier, 4 jours avant les faits. Il se trouve que si on regarde bien les images, que certains policiers, à un moment donné, l'empêchent de taper, d'autres l'aident et certains l'empêchent. Donc, comprennent qu'il y a faute, comprennent qu'il y a... Bon, la faute, elle est absolument manifeste. Encore une fois, aucun policier n'est mandaté pour tabasser quelqu'un, quoi qu'il ait fait. Le jeune homme en question, le premier, il est plaqué contre un mur, il est immobilisé déjà, donc il y a juste à lui passer les menottes. Je veux dire, s'il a fait quelque chose. Voilà. Et le deuxième se retrouve sur le capot d'une voiture, bastonné comme un fou par le policier. Donc là, pareil, je veux dire, l'affaire est entendue. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'on voit tout de suite le parquet qui sort le parapluie en disant il n'y a pas matière à enquête, ce qui est quand même invraisemblable. Oui, donc ces images de Toulon, prenons cet exemple, sont extrêmement choquantes. J'ai envie de vous poser cette question, David. Que risque vraiment un policier en France ? Alors, normalement, il risque la prison. Pas forcément dans ce cas-là, mais la loi est la même pour tous. Sauf qu'évidemment, il y a des circonstances atténuantes, puisque le policier à qui, en fait, on donne la légitimité de la violence a le droit, d'une certaine manière, d'être violent. Mais il a le droit d'être violent dans un certain cadre. S'il n'est pas dans ce cadre-là, là, il peut y avoir des condamnations. Les condamnations sont rarissimes. Et c'est un grand problème entre la police et la population. C'est que tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'il y a très peu de condamnations qui vont jusqu'au bout. Alors après, il peut y avoir des sanctions internes, un avancement qui n'avance pas, une mise au placard, des choses pas très agréables, on va dire, mais qui sont sans commune mesure avec ce que le citoyen lambda risque, hein, la prison, etc. Donc, là aussi, il y aurait une réforme à faire qui serait extrêmement importante. On peut comprendre qu'un policier soit en partie protégé de par la nature de son travail, mais en partie seulement. Et là, on voit très bien depuis 1 mois et demi, j'en suis à 246 signalements, on voit très bien qu'il y a un sentiment d'impunité qui est affolant. Sentiment d'impunité
qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une réalité en réalité. Et dans le même temps, silence radio sur les radios et sur les télévisions de masse. Parce que, bien évidemment, derrière, et c'était aussi l'objet de mes signalements au départ, c'était de ne pas comprendre comment ce qu'on pouvait voir sur Twitter, sur Facebook, ne se retrouvait pas à minima sur les chaînes d'information ou les grandes chaînes. Voilà. Donc c'est une façon de contre-pouvoir. Pour moi, le journalisme, c'est le contre-pouvoir. Et là, on a ce policier qui boxe, on ne le montre pas, alors que dans le même temps, on va montrer un autre boxeur. On va tout de suite regarder cet autre boxeur et on en discute avec vous. Ces images tournées, elles aussi, le week-end dernier, samedi dernier, à Paris. En revanche, on fait le tour de toutes les télévisions tout le week-end. On regarde tout de suite. David Dufresne, deux boxeurs, un boxeur toulonnais qui frappe un jeune homme sans défense, un boxeur improvisé et ancien champion de boxe, c'est le point comique de la chose, qui frappe un CRS casqué, doté d'un bouclier, etc. Une image fait le tour tout le week-end des médias, l'autre, voilà, pas vraiment, me semble-t-il. Pas du tout. Non, pas du tout. Or, je pense que dans les deux cas, il y a une démonstration de violence, il y a une détermination extrêmement forte. Dans un cas, il y a un acte délictueux. Dans l'autre, donc le boxeur sur le pont de Paris, ok. Et dans l'autre cas, il y a un problème majeur, qui est que quand nous votons, nous accordons à l'élu, au président, la violence légitime. Nous lui disons, en fait, en votant, ok, l'État a la violence légitime. La moindre des choses de demander à l'État, c'est d'être à la hauteur de cette violence légitime, d'être à la hauteur de sa responsabilité. Entre les deux boxeurs, il y en a un qui est identifié et la justice a tout de suite ouvert une enquête. La justice, on va dire, fait son travail de justice. Ce qui est insupportable en ce moment, depuis 1 mois et demi, c'est que la justice ne fait son travail que dans un sens. Les médias de masse ne font quasiment leur travail que dans un sens. Tout ça, toute cette crispation ajoute de la violence à la violence, pour moi. Une violence de justice, une violence médiatique, et les déclarations d'Emmanuel Macron, que ce soit le 31 au soir, que ce soit juste après samedi soir, etc., avec un déni absolu des victimes des violences policières. Il n'y a aucun... Une disparition, une évacuation totale du paysage de leur existence. Ces victimes n'existent pas. Or, des ONG, comme Amnesty International, font des alertes, qui ne sont d'ailleurs assez peu reprises par la plupart des médias. Vous avez le défenseur des droits qui ne cesse de faire des communiqués. Je veux dire, vous avez quantité de gens qui sont a priori audibles, on va dire, qui ne sont pas écoutés. Qu'est-ce que vous pensez du travail de nos confrères dans ce suivi du mouvement des Gilets jaunes depuis la mi-novembre ? C'est assez drôle parce que si je suis là maintenant, c'est parce que je ne suis pas à BFM qui m'a invité au même moment. Et l'invitation de BFM était assez rigolote puisqu'ils m'ont demandé de venir parler des manifestants violents. Ça fait 1 mois et demi que je travaille sur les violences policières. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur les manifestants violents, mais on voit bien, il y a une idée extrêmement univoque et unilatérale, et grosso modo, le message global est unilatéral et univoque. Or, cette façon de travailler, cette façon de diriger le débat empêche la compréhension. Je veux dire si on ne veut pas voir qu'il y a des milliers de blessés, qu'il y a des dizaines de gens qui ont perdu œil, main, etc. Ça n'était jamais arrivé. Pourquoi ce fait-là est occulté? Alors que vous avez des sociologues de la police, comme Olivier Filleul, comme Fabien Jobard, comme Sébastien Rocher, qui travaillent ces questions-là depuis des années, qui font des tribunes dans le monde, qui expliquent comment, en Europe, la désescalade
et on va dire l'alpha et l'oméga des forces de l'ordre, sauf en France. En France, on est aujourd'hui dans une escalade. Je m'étonne quand même qu'autour d'Emmanuel Macron ou de Castaner, il n'y ait pas quand même des gens pour expliquer que cette confrontation ne peut pas amener... Elle est terrible, elle est terrible. Elle est terrible. Donc le travail des confrères, à part quelques-uns, il est nul. Il est nul. Il est nul. Nul au sens où il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors il y a des raisons à ça. L'une d'elles, c'est que les journalistes police sont alimentés par les syndicats de police. Les policiers, il faut savoir, ils ont le droit de réserve. Donc les seuls qui peuvent parler sont les syndicats de police. Les syndicats de police, c'est à la fois la courroie de transmission du ministère de l'Intérieur et il y a aussi une gestion syndicale extrêmement importante. Au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait des élections syndicales chez les policiers. Donc on a vu des syndicats de police extrêmement durs sur des positions qui étaient simplement du discours électoraliste pour avoir des militants, pour avoir des adhérents. La plupart des journalistes qui s'occupent des questions policières sont sous perfusion des policiers et ne veulent pas se brouiller avec leurs sources. Moi, ça m'est complètement égal. Ça arrange tout le monde dans les chaînes d'information et dans les grands médias. Alors, oui, et en même temps, il y a quand même des distinguos à faire. Par exemple, je donnais l'exemple d'Envoyé spécial. Envoyé spécial a fait un travail remarquable, au sens, on peut le remarquer, puisque le journal de 20h, juste avant, ne le fait pas, sur les violences policières. Alors, on vient de parler des violences policières en manifestation, parlons aussi des arrestations. Oui. Le chauffeur routier et gilet jaune Éric Drouet, figure du mouvement, semble être devenu une cible privilégiée du pouvoir, puisqu'il a été visé par 2 arrestations à grand spectacle successives. Alors j'aimerais savoir comment vous l'expliquez, et si pour vous ça signifie finalement que le pouvoir a besoin de protagonistes identifiés. Alors, c'est clair que pour le pouvoir, ce qui se passe en ce moment, c'est le scénario noir. C'est-à-dire des manifestations sauvages, non déclarées ou demi-déclarées, pas de syndicats, pas de leaders, mais c'est aussi le prix d'une politique depuis une quinzaine d'années de broyer les acteurs intermédiaires. À partir du moment où vous avez marché sur les syndicats pendant 15 ou 20 ans, ils n'existent plus. Donc vous n'avez plus d'interlocuteurs. C'est vrai que d'un point de vue de maintien de l'ordre, c'est très compliqué. Ça n'a rien à voir de gérer une manifestation nation, place de la République à Paris par exemple, qui est déclarée avec une manifestation sauvage qui se passe sur les Champs-Élysées, etc. Donc tout le monde a besoin de figures, les médias ont besoin de figures, les politiques ont besoin de figures, etc. Ce qui est fantastique et notable dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que les figures, il y a haine-amour sur les figures. C'est-à-dire que dès que quelqu'un sort en disant qu'il est une figure, il a du mal à rester figure, parce que c'est pas dans les gènes de ce mouvement, ce qui est assez intéressant à voir. Mais Drouet est un malin quand même, parce que sur Facebook, il a expliqué quand même, il a donné une interview, il a expliqué que c'était un piège qu'il avait tendu, en allant pas loin de l'Élysée pour se faire arrêter. C'est malin, mais c'est du court terme. Et c'est malgré tout jouer un jeu qui est un peu dangereux, qui est celui de la médiatisation, etc. Et à ce jeu-là, je ne suis pas sûr qu'un gilet jaune soit le plus fort. Mais l'avenir le dira. Donc, lui pourrait... Parce qu'il a donc clairement expliqué que lui, il cherchait cette embrouille-là pour redonner du souffle au mouvement. Et il se trouve que le samedi d'après, samedi dernier, il y a eu plus de monde que les samedis précédents. Est-ce que c'est son arrestation qui a joué ou pas ? Ça, c'est une chose. Je pense que le comportement du gouvernement extrêmement dur et les vœux d'Emmanuel Macron et la réforme de l'assurance chômage déjà mis en place début janvier ont beaucoup joué aussi dans l'opinion. Mais cela dit... ces interpellations, notamment avant les manifestations, là aussi le défenseur des droits, dans une de ses recommandations, je crois que c'est la numéro 5 et la numéro 4, en fait la 4 et la 5, s'alarme.
de ces contrôles d'identité, de ces fouilles, de ces arrestations dites préventives, parce qu'en fait, elles sont en dehors du droit, on va dire. Elles sont en dehors de ce qu'est la France. Je dis toujours qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant, là, en ce moment, dans le discours qui est donné, dans un pays qui, quand même, tous les 14 juillet, fête la prise de la Bastille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça qui a fait que, pendant longtemps, la France avait un maintien de l'ordre qui était un modèle, on va dire, qui s'exportait dans le monde entier, parce que la France, pays des manifestations, savait gérer ça. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, depuis quelques années, mais de manière extrêmement forte depuis 1 mois et demi, c'est qu'il n'y a plus aucune gestion sérieuse du maintien de l'ordre. Un bon révolutionnaire est un révolutionnaire mort en France. Il y a très longtemps, si possible, il y a très longtemps. Si possible, oui, si possible. Alors, à propos d'un autre interpellé célèbre que vous connaissez bien, puisque vous avez couvert l'affaire de Tarmac, je pense à Julien Coupat. Donc, Julien Coupat a été arrêté le 8 décembre au but de Chaumont, lui aussi. Les policiers ont découvert, je cite, dans son véhicule un gilet jaune, un masque de chantier et des bombes de peinture. N'importe quelle personne qui a un gilet jaune dans sa voiture peut donc se faire arrêter pour groupement, a ironisé son avocat, maître Jérémy Assous. Pourquoi, selon vous, cette interpellation de Julien Coupat? Est-ce que le pouvoir le soupçonne réellement d'avoir eu ou d'avoir une quelconque influence sur le mouvement des Gilets jaunes? J'en sais strictement rien, il faut demander au pouvoir. Ce que je sais dans ce que le pouvoir fait avec la figure de Julien Coupat, de l'affaire de Tarnac, c'est la répulsion. C'est-à-dire que de la même manière qu'on va interpeller Drouet ou on va interpeller Coupat, c'est pas eux qui sont... c'est pas pour eux qu'on fait ça ou contre eux, c'est pour les médias, c'est pour le public, c'est pour les citoyens, c'est pour que BFM, France Info, en boucle, nous disent Julien Coupat a été interpellé à Potron-Minet juste avant, vous voyez, pour créer un sentiment de menace. Alors un coup on tape à droite, un coup on tape à gauche, voilà. Mais tout ça c'est du cirque, tout ça c'est du cirque médiatique. Et sur l'affaire de Tarnac, puisqu'on en parle, la justice a été rendue. Et qu'a dit la justice? Le groupe de Tarnac est une fiction. C'est une fabrication. Voilà. Mais c'est au bout de 10 ans, c'est au bout de 10 ans, c'est au bout de 3 présidents de la République, quand même. Et l'affaire de Tarnac, c'est le dernier grand procès du palais de justice de Paris, avant son déménagement. Et on a l'impression que les attendus du jugement n'existe pas, c'est-à-dire qu'on recommence quelques temps plus tard, et ben voilà, on va aller arrêter Coupat parce que et il est même coupable d'avoir un gilet jaune, quoi. Ben, je veux dire, alors que c'est la loi d'avoir un gilet jaune dans sa voiture, voilà. C'est grotesque, mais je vous le dis encore une fois, c'est pas destiné à Julien Coupat, c'est destiné à fabriquer de la menace, de la suspicion, voilà. Et pour moi, ça montre quand même un pouvoir qui est aux abois. Ça montre un pouvoir qui est aux abois. Si on en est là, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'arguments. Et encore une fois, les seuls arguments véritables seront politiques et sociaux. Pour finir, David Dufresne, ne pensez-vous pas que les forces de l'ordre elles-mêmes risquent de lâcher le pouvoir à un moment donné? Vous évoquiez tout à l'heure les conversations off que vous avez avec un certain nombre de responsables de la police. Est-ce que vous avez ce sentiment? Est-ce que cette possibilité existe? On a vu, il y a une quinzaine de jours, un petit groupe de manifestants, de policiers qui sont venus assez courageusement, puisque c'était le 22 décembre, assez courageusement, puisque ça leur est interdit. Ils l'ont fait à visage découvert. À mon avis, l'avancement pour eux, c'est pas pour tout de suite. Oui. Non, on n'est pas là-dedans. Je crois quand même pas, si vous voulez, qu'on soit dans une faction, etc. Par contre, il y a une fatigue des policiers et les 300 € de prime ne suffiront pas. Et cette fatigue, en fait, elle est très inquiétante parce que c'est pas aux gens qui sont mutilés de payer cette fatigue quand même.
Parce que c'est l'argument qu'on nous donne. Les policiers sont fatigués. Mais ils sont fatigués pourquoi? Parce que depuis une dizaine d'années, la société a joué la carte du sécuritaire. Il y a du sécuritaire partout. Donc il y a des CRS, des gendarmes mobiles, dont le métier est le maintien de l'ordre. C'est pas de faire ce qu'ils appellent du statique, qui sont effectivement, qui travaillent comme des dingues. Qui ont des journées de 15 heures et qui sont fatigués. Mais ce n'est pas aux manifestants de faire les frais de la fatigue des policiers. Alors, voilà. Ils sont mal payés, ils sont surmenés, ils sont fatigués, mais surtout, me semble-t-il, ils sont de la même classe sociale que ceux d'en face. Et ça, c'est quand même une nouveauté du mouvement des Gilets jaunes par rapport à un phénomène comme Nuit debout, qui était sociologiquement quand même très différent de la police. Est-ce que ça ne peut pas se jouer? C'est tout de même la première fois qu'on voit, moi j'en ai vu personnellement tous les samedis, des tentatives de fraternisation de la part des manifestants avec les policiers, des tentatives de dialogue qu'on ne voyait jamais avant. Oui, qu'on voyait rarement. Oui, c'est tout à fait exact. Alors, une des raisons pour lesquelles les CRS à Paris ont tant l'accent du Sud, c'est parce que c'est fait exprès, hein, c'est pour éviter la fraternisation d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire qu'on envoie des gens qui n'habitent pas le lieu où a lieu la manifestation pour des raisons évidentes, justement qu'il n'y ait pas de fraternisation. J'avais retrouvé une vidéo assez rigolote d'un type de la BAC qui tire vraiment, qui vise la foule avec son flashball, puis tout d'un coup il s'arrête parce qu'il voit dans la manifestation un ami, un voisin, un proche, et tout d'un coup, grand sourire, il lui dit bonjour, etc. Bon, logiquement, un CRS n'est pas en mesure d'être comme ça parce que exprès, on l'envoie à l'autre bout de la France pour éviter cette fraternisation. Mais vous avez raison, il y a des causes communes dans les revendications des Gilets jaunes et dans une partie de la police, qui à un moment donné, ça peut effectivement jouer, mais là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est dans un moment tellement dur, tellement tendu, avec des gens qui reviennent tous les samedis, en sachant qu'ils peuvent perdre un œil. Que la fraternisation, je ne sais pas si elle est pour tout de suite. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous. Je vous en prie. Je conseille évidemment à tout le monde de suivre le travail en cours de David Dufresne sur le réseau social Twitter, je le répète, avec cette interpellation. Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain entretien libre.